Donc, bonjour Roland, comment vas-tu? Bonjour Paul, bonjour à tous. Je me porte très très bien, je te remercie. Donc, aujourd'hui, on va parler de la fausse lumière, d'aspects encore plus occultes de la fausse lumière. Et tu as vécu une expérience typique de la manipulation extrême de la fausse lumière. Donc, à titre personnel, je n'ai pas eu le temps de voir les deux vidéos qui parle de cette expérience. Donc, bien évidemment, je mettrai le lien en dessous de ce podcast pour que vous puissiez aller voir et pour que moi aussi je puisse aller voir. Donc, en deux mots, est-ce que tu peux nous donner les détails, les grandes lignes de cette expérience, voilà, que je découvre aussi, je tiens à te le préciser. D'accord Paul. Oui, c'est une expérience tout à fait particulière et qui est je pense, un haut niveau de manipulation. Et je pense que c'est vraiment très intéressant d'en prendre acte. C'est vrai j'ai fait deux vidéos. Donc, une première vidéo où je raconte en détail toute l'expérience et aussi tout le contexte de l'expérience. C'est toujours très important aussi d'en prendre connaissance. Ça permet d'expliquer pas mal de choses aussi et de comprendre des processus. La deuxième, et à la fin de la vidéo, euh, c'est-à-dire que je veux dire que pendant cette expérience, c'est qu'il y a une proposition m'a été faite par ce que j'appelle maintenant un être éthérique. Et comme je relate l'expérience, à la fin de l'expérience, je m'arrête en quelque sorte et je pose la question à l'auditeur, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait si une telle chose vous était proposée? Et dans la deuxième partie, voilà, j'analyse mon point de vue par rapport à ça, hein. Je ne prétends pas détenir une vérité absolue, mais euh, je pense avoir bien fait de refuser. Donc là, je spoil un petit peu mon effet dans les vidéos, mais c'est pas grave. Oui, donc on va parler de ça. On va parler aussi de deux expériences, de deux témoignages de personnes qui m'ont raconté deux aventures des aventures de leur vie, hein. Enfin, pour l'une, ça a duré des années, pour l'autre, ça a été plus bref, mais qui est un peu du même ordre. Et puis, on parlera aussi des solutions, quoi, parce que c'est des choses quand même plutôt désagréables à entendre, hein, dont on peut prendre connaissance, mais quelle est la juste attitude, comment s'en sortir par rapport à ça? Voilà, on en reparlera, si tu veux, à la fin de notre entretien. Oui, très Ouais, important ça aussi. ouais. Donc, l'expérience, d'abord, il faut comprendre, c'était il y a 40 ans. Pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant, ils savent que j'ai ma première compagne qui s'est retrouvée en asile psychiatrique, qui en est décédée 15 ans plus tard, enfin qui en est décédée, le raccourci est un peu brutal, mais ça remonte donc à cette période où pour la première fois, je mets ma compagne à l'hôpital psychiatrique. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive et ma vie s'écroulait, quoi. Ma vie s'écroulait, j'étais très abattu, j'étais désespéré, très fatigué aussi parce que plusieurs nuits sans sommeil. Il s'est passé des événements la veille de ce fameux jour où il y a eu cette expérience euh, qui m'ont permis de comprendre que sur le plan psychique, il se passait quelque chose, quoi, hein. J'étais dans un état on va dire, affaibli et qui pourrait permettre aussi de comprendre la suite. Mais là, je vous renvoie à la vidéo, je ne vais pas raconter ça tout en détail. Le plus intéressant, c'est cela. Je suis dans mon atelier, hein, je suis artiste peintre et je suis en train de faire une couverture de livre pour un éditeur, mais là, on peut dire l'amour dans l'âme, puisque je suis très triste et j'essaye de me concentrer sur mon travail pour essayer d'alléger hein, ce poids de détresse hein, qui m'étreignait à ce moment-là.
Donc, je m'efforce de me concentrer, je m'efforce. Et puis, c'était l'été. On était au mois d'août. La fenêtre de la pièce où je travaillais était ouverte. Et je ne peux pas dire autrement, il y a un souffle qui est rentré par la fenêtre. Je dirais un souffle, comme un courant d'air. Mais il n'y avait aucun vent, hein. Je ressens un souffle. Et ce souffle me transforme. Ce souffle me transforme, mais de manière extrêmement puissante. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que je me retrouve dans un état d'être très soudainement, c'était comme un switch absolument merveilleux. C'était ce qui se présentait à moi, c'était un état on pourrait, paradisiaque, il n'y a presque pas d'autre mot. Un bien-être total, une force intérieure, un sentiment de puissance, puissance qui me dit, ben voilà, avec cette puissance, tu vas pouvoir retrouver ta compagne et d'un geste ou d'un mot, tu vas pouvoir la sauver. J'en doutais pas, même avec un tel sentiment de force intérieure. Il faut comprendre que ce n'est pas juste une idée psychologique, c'est comment dire, un état vibratoire tout à fait particulier. J'avais l'impression d'être à 10 cm au-dessus du sol. Enfin, c'était physique, hein, comme sensation. Et ce bien-être extraordinaire, total, comme infini, c'est comme si j'avais un paysage, je pourrais dire un paysage de bien-être, de bonheur qui s'ouvrait devant moi. Et ça me dit, je n'entendais pas de voix, mais j'avais la certitude que si je dis oui, ou que si je fais un pas en avant, en fait, dans cette lumière qui est là, qui m'est proposée, enfin que je ressens, si je fais un pas en avant, j'aurai ça pour toujours. Et c'est irrésistible, c'est-à-dire que je pourrais dire, c'est pas une proposition qu'on peut refuser, tel bonheur, refuser. Et, à cause des événements de la veille, où je trouvais qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond, où je trouvais il y avait des choses bizarres dans mon psychisme, je me mets à me dire, tiens, est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou là? Mais pourtant, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et puis, je pourrais guérir ma compagne. Et, et puis, il me revient culturellement, hein, cette image biblique du Christ, hein, avec la tentation, hein, du diable devant je crois, une grande étendue, et puis il dit, si tu veux ça, si tu veux cette puissance, si tu veux ça, voilà, tu pourras l'avoir. Et le Christ refuse. Bon, comme j'avais rejeté la religion, je dis, bon, ok, je ne me suis pas forcément là-dedans, mais c'est quand même une info, comme quoi une proposition merveilleuse peut être un piège. Donc je me retrouve comme devant une porte, j'ai tellement envie d'y aller parce que je suis tellement en souffrance et c'était un état, on va dire, divin, quoi, lumineux, extraordinaire, brillant. J'ai envie d'y aller, mais en même temps, est-ce que je fais bien d'y aller? Et j'en doute. Et je décide. Je décide. Et intérieurement, je dis, je n'irai pas là-dedans tant que ma compagne n'est pas sortie d'affaire. Parce qu'un autre élément qui jouait, c'est quand même bizarre. J'ai ma compagne qui est véritablement dans un état tellement dépressif, tellement malheureux, et moi je serais dans un état absolument merveilleux. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose presque de louche là-dedans. Et en même temps, ça aurait été tellement bon d'y aller. Donc je dis, je prononce ça, je prends cette décision, et instantanément, pof, ça disparaît, comme si le souffle repartait par là où il était venu. Je me suis retrouvé tremblant physiquement. C'était vraiment tellement puissant. C'était il y a 40 ans. Et pendant 40 ans, je me suis demandé, est-ce que j'aurais dû accepter? Est-ce que j'ai bien fait de refuser? J'ai posé la question à des enseignants, à des clairvoyants. Un qui m'a dit,
Roland, c'est pas juste ce que tu as fait, tu aurais dû accepter, ça ne se refuse pas, une chose pareille. Je dis, ah ouais, peut-être. Donc pendant 40 ans, je me suis posé cette question. Et curieusement, euh, là, il faut que je dise que bah, j'ai refusé, donc je ne me suis pas rentré dans cet état d'être comme ça automatiquement. Mais de mon travail intérieur, par mes compétences, par toute la démarche, les démarches spirituelles, toutes mes recherches, bah, j'ai découvert le bonheur inconditionnel. J'ai découvert en quelque sorte, la même chose qui m'a été proposée, dans un état moindre, hein, pas dans un état d'intensité tel, mais ce fameux niveau vibratoire dont on parle, eh ben, j'ai découvert ça. Alors, je dis, c'est quand même bizarre. J'ai refusé quelque chose, 40 ans plus tard, j'y suis, c'est la même chose, mais de manière moindre, mais contrôlée. Ce que je pense maintenant, c'est que si j'avais accepté, j'ai de fortes raisons de penser que j'aurais fait un séjour en asile psychiatrique pendant quelque temps. J'ai d'ailleurs eu d'autres témoignages suite à la vidéo de gens qui m'expliquent que oui, moi j'ai accepté ce genre de choses. Ah, c'est super, je m'en suis sorti après 7 ans d'asile psy, 15 ans de psychanalyse, et puis maintenant ça va bien, je suis heureux. Voilà, enfin je veux dire, Oui, c'est quel prix, complètement. voilà, quel prix à payer, quoi. Hein. Alors, mais comment se fait-il que, tu vois, Paul, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais qui n'était pas développé, c'était dans mon futur. Alors, les lignes de temps, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça, hein, par rapport aux êtres éthériques? Mais mon hypothèse la plus actuelle, c'est que ces êtres sont, on le sait, ils ont une capacité télépathique. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire en nous, mais c'est plus que lire en nous. C'est-à-dire qu'il a vu des potentialités, il les a comme gonflées, je ne sais pas, mis le Hmm. doigt dessus, comme sortis, hein, comme sortis de moi pour me les présenter à moi comme un cadeau. Et l'être dit, voilà ce que je peux t'offrir, mais en fait, il t'offre ce que tu as déjà en potentiel. Mais en me l'offrant trop tôt, moi, j'étais pas prêt, j'étais trop jeune, mon psychisme n'aurait pas tenu le coup, je me serais, je sais pas comment, voilà, il y a tout un travail à faire au niveau de la personnalité, hein, du fameux ego. Je pense que mon orgueil m'aurait fait péter un câble, quoi, hein, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais ça, c'est très important, très intéressant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir hein, une induction de ce qui est en l'autre et qui est présenté à toi, avec une puissance très grande, puisque c'est justement une aspiration qu'on a en nous qui est comme ça magnifiée et présentée. Comment résister à ça, quoi? Oui, oui, ils prennent, et c'est ce qui se passe un peu dans l'entre-deux-vie, ils prennent les croyances, les aspirations, les désirs les plus profonds, et puis ils les matérialisent, et en plus, comme c'est des êtres qui sont au-delà du temps tel qu'on le connaît, puisque le temps, pour moi, c'est issu de leur technologie, ou leur conception du temps est différente de la nôtre, en plus, s'ils voient qu'on a une potentialité de développer ça, ils y vont vraiment à cœur joie, ils amplifient la chose, ils imitent la chose qui est en nous, et puis la manipulation est faite. Hein. Oui, oui, oui. C'est redoutable comme piège. Hein. C'est redoutable. Et en fait, je pense que cette histoire de ligne de temps, hein, moi je pense que le temps existe dans notre monde, mais dans le monde astral, non. Hein. Et il est très possible qu'ils aient vu ces potentialités ou des réalisations dans le futur, et ils s'en servent. Et en fait, un bien qui n'est pas au bon moment peut être un mal. Hein. Une haute vibration dans un être qui n'est pas prêt, bah, ça lui grille les neurones. Hein. Ça c'est pas possible. Et donc, il y a vraiment quelque chose qu'il est important de souligner, parce que moi, j'avais plutôt l'image de la manipulation, tu sais, avec ces visions, ces apparitions, tu vois quelque chose, hein, tu vois une vierge ou un Jésus ou je ne sais quoi, un Bouddha qui t'apparaît, et puis bon, tu le vois.
Mais c'est comme à la télé, allez, je change de chaîne, j'en ai rien à faire. Bah non, parce que si tu vois un être comme ça, en même temps, tu es pris d'un élan d'amour, de vénération. Ça fait partie du package. C'est inclus dans l'égrégore dont se servent ces entités. Donc c'est pas étonnant qu'on soit complètement pris par ce type de phénomène, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est quelque chose qui sait, c'est des entités qui savent où taper. Et elles nous connaissent mieux qu'on se Mm, connaît, et en plus, elles peuvent même imiter nos pensées. Donc, même, elles peuvent non seulement montrer ce qu'on veut avoir, ce qu'il peut avoir, mais l'amplifier, le modifier et tout, mais en plus, pour qu'on consente, elles peuvent nous mettre dans l'esprit des pensées qu'on pense être les nôtres, alors que ça vient de mm, ces entités. Donc, c'est mm. extrêmement puissant, leur truc. Oui, oui, oui. Donc, on m'a posé plein de questions par rapport à ça hein, dans les commentaires sous les vidéos parce que je réponds autant que possible à tous les commentaires, euh, autant que possible, hein. Et on me pose la question, mais il n'y a pas eu de contrat. Non, il y a pas eu de contrat. Simplement, moi, je chutais, quoi. Je pense, c'est quand même difficile de se remettre d'années d'hôpital psychiatrique hein, ou des soucis de ce genre, quoi. Moi, il y a aussi, j'ai aussi bien l'impression que les entités, bah, il y a différentes classes d'entités et elles ne sont pas toutes capables du même niveau de manipulation. Il y en a qui sont plus maladroites que d'autres. Elles vont aussi, comme tu le dis, comme elles lisent en nous, quelqu'un qui aura tendance à être dans la peur, eh ben, on va utiliser quelque chose plutôt d'effrayant pour augmenter la peur. Ou alors, et si ça ne marche pas, on va changer pour quelque chose qui console. C'est là que je voudrais raconter cette anecdote. C'est tout, enfin, c'est tout simple. C'est juste, c'est une petite aventure, une personne que j'ai rencontrée et qui me dit, bon, elle a une forme de clairvoyance, hein, clairvoyance qu'elle n'utilise pas, mais elle voit, voilà, elle voit les êtres, elle voit les défunts, tout ça. Et un matin, elle se retrouve avec une paralysie du sommeil. Hein, vous connaissez ça, elle se retrouve bloquée dans son lit, elle ne peut pas bouger. Mais comme elle est clairvoyante, elle voit un être, c'était un reptilien, hein, qui lui tenait les deux avant-bras, hein, qui l'a bloquée en la tenant comme ça, et qui avait son visage très proche d'elle, quoi. Et cherchait à l'impressionner, cherchait à la maintenir par une forme de terreur, de panique. Et comme elle le voyait et qu'elle avait une petite expérience de ces choses-là, elle se débat, elle ne se laisse pas faire, elle rue dans les brancards, elle arrive à bouger quand même. Et là, tout d'un coup, elle est prise d'un sentiment d'amour pour l'être en question. Et donc, elle sent qu'elle aime cet être, mais c'était très bizarre, parce que comme il avait une tête de reptilien, et les têtes de reptiliens, bah, les pauvres, c'est pas très joli, en tout cas, c'est pas nos canons de beauté, hein. Eh ben, elle disait, mais je peux pas aimer une horreur pareille, hein, c'est ces termes, quoi. Et donc, elle a dit, stop, fiche le camp, quoi, hein, et tout s'est arrêté, quoi. Donc là, on retrouve aussi cette capacité de retournement. L'être éthérique est capable d'amour, que c'est la même chose, il va capter l'amour. L'amour, c'est notre capacité d'aimer, quoi. Hein, c'est une vibration qui est possible en nous, qu'on peut. Pour moi, l'amour, c'est une question de volonté, mais c'est un autre débat, c'est-à-dire qu'on peut éveiller, hein, qu'on peut offrir à l'autre. Et donc, l'être peut capter cette énergie, et là, il a fait pareil un peu avec moi, bon, même si c'est un niveau moindre, et puis maladroit, allez, vas-y, aime-moi, quoi. Et beaucoup pensent dans le domaine spirituel, bah, s'il y a de l'amour, bah voilà, on est en sécurité. Ah bah, malheureusement, non, c'est pas forcément. Il faut faire attention. Oui, parce qu'il y a il y a le faux amour et tout ça. Et Mm. le vrai amour, c'est pas quelque chose qui envahit, justement. Beaucoup de gens disent, C'est ça, c'est pas quand quelque ils voient chose qui un ovni, ils s'impose. sont envahis d'amour et tout ça. Le vrai amour, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est, mais qui n'envahit pas. Et Mais beaucoup de gens
par exemple, il y a quelqu'un que je connais, donc c'était dans les années 70 quand il était jeune. Il était avec son frère en voiture et ils étaient sur une route en région parisienne et tout d'un coup, ils ont une envie de faire pipi. Donc, ils s'arrêtent, ils sortent pour faire pipi. Il y avait un de leurs copains qui était derrière, qui ne sort pas, qui a pas envie. Eux font pipi et il y en a un qui dit à son frère, hem et s'il y a il lui commence à lui dire pour, blaguer: une soucoupe volante» et là, son frère lui dit: «Non, mais là, en voilà une» et là, ils sont survolés par une soucoupe volante et la personne qui raconte ça explique avoir été envahi d'amour, de joie, de bonheur quand il a vu ça. Son frère à un degré moindre, mais il ressentait aussi beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Par contre, la personne dans la voiture refusait de regarder. Après, ils lui ont dit: «Tu as vu ça? Tu as vu ça?» Il disait: «Non, non, je n'y crois pas, je n'y crois pas, ça ne peut pas exister» et tout. C'était tellement quelque chose qui était sorti de l'ordinaire que ça que ce qui ne pouvait pas le voir. Donc, cette personne qui était quelqu'un de très haut placé dans le milieu du théâtre, dans le milieu de l'art, du spectacle et tout ça, hem, qui était un artiste. Suite à ça, sa carrière prometteuse s'est effondrée pour diverses raisons. Il a perdu énormément d'argent, beaucoup de problèmes de santé. Son frère a développé, un cancer et tout ça, heureusement qu'il s'en est sorti. Même, l'autre personne qui ne voulait pas voir la soucoupe volante a eu énormément de problèmes, mais ça leur a bousillé complètement la vie. Donc c'est vraiment un cas très, très, très étrange et ils s'en sont rendus compte, dans les années 2000-2010 que c'était une énorme manipulation, Mm. ce qu'ils ont vécu. L'amour utilisé comme force de destruction, hein, c'est difficilement imaginable, c'est insupportable, hein, pour les êtres humains qu'on est. Exactement Ouais. Moi, j'ai et une autre anecdote. et Ouais. encore, ces gens juste pour finir avec ça et encore même quand je leur disais qu'il y avait possibilité de manipulation, ils commençaient à l'admettre, mais ils avaient du mal quand même à l'admettre parce qu'ils avaient été tellement séduits par ça. Pourtant, quand on regarde le cheminement, c'est évident, même pour quelqu'un qui ne connaît pas les entités, c'est évident qu'il y a eu un point de cassure après cette rencontre avec l'OVNI. Oui, c'est l'histoire, c'est le problème de faire confiance, hein. C'est parce que je vis quelque chose, hein, dans mon esprit, dans mon être, dans mon émotionnel, que c'est réel, que ça m'appartient, que c'est moi. Et ça peut être induit. C'est ça qui est à comprendre. Toutes nos pensées ne sont pas forcément les nôtres, tous nos sentiments ne sont pas forcément les nôtres, et ça peut être des outils de manipulation, quoi. Ouais. Oui, l'autre histoire, c'est une personne qui a un bon développement dans sa vie, même spirituelle, qui a une vie, qui a une vie plutôt aisée, tout va bien pour elle. Et c'est une femme qui est seule, hein, d'être. Or, elle fait une rencontre un jour avec un homme et bah, cet homme ne lui plaît pas, hein. Il répond aucunement aux critères qu'elle avait ou qu'elle aurait pu avoir si elle avait voulu se mettre en couple. Mais elle entend une voix dans sa tête. Lui, c'est ton âme sœur, c'est l'homme de ta vie, il faut vraiment que tu l'aimes. Et elle croit ça, elle le croit, et elle se met en couple avec cet homme. Et ça dure des années. Et ce couple, cet être, il est toxique. Il la détruit. Elle perd beaucoup de choses. Voilà, un peu le même genre de scénario financier. Tout va de travers. Et surtout aussi, elle se dit, mais j'ai un problème. Là aussi, il y a un truc là aussi dans le fait de créer une dissociation
et des choses un peu bizarres dans l'esprit de la victime, hein, de l'être humain. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, ben, j'ai un problème. Cet homme, je dois l'aimer, je devrais l'aimer, mais j'arrive pas à l'aimer. Donc j'ai un problème. Donc elle a fait des années de thérapie Mon Dieu. pour essayer de l'aimer, quoi. Et donc tout allait de travers jusqu'au jour où elle apprend que lui va se marier avec une autre, alors que les entités lui parlaient, elle entendait des voix, oui, tu vas avoir des enfants. D'ailleurs, c'était assez curieux parce que c'était des enfants dont les noms pouvaient laisser supposer, bon, analyse bien plus tardive, à des entités éthériques. Enfin voilà, hein, on sait qu'il y a aussi des choses comme ça. Mais bon, même si cette histoire, si on ne connaît pas ce genre de choses, c'est pas important, autant que le fait de pouvoir penser qu'on peut croire qu'on devrait, hein, je devrais aimer cette personne, une espèce de pression, de voix intérieure, et en fait, il y a le propre ressenti de la personne qui dit non, quoi. Donc elle a fini par se rendre compte de la supercherie, parce que ce que disaient les entités, ben, c'était faux, et d'avoir des enfants, de se passer ça et ça. Et le gars, lui, il s'est marié avec une autre, et là, tout s'est effondré, elle a fait une bonne déprime, et puis elle a remonté la pente plus tard, quoi. C'est une histoire presque ordinaire, quoi, mais de manipulation par un sentiment d'amour, un sentiment, voilà. Mm. Oui, oui, mais ça, c'est fréquent et c'est une chercheuse américaine que j'ai eu la chance d'interviewer et avec qui je corresponds régulièrement, qui s'appelle Eve Lorgen. Et Eve Lorgen a étudié comment ces entités manipulent les relations amoureuses et très souvent aussi elle procède de la manière suivante. C'est en général une femme ou un homme, peu importe, ils sont en couple depuis 10, 15, 20 ans, donc c'est un couple solide. Souvent, typiquement, c'est des gens qui ont des familles, qui sont mariés, tout va bien pour eux, des gens assez souvent dans le milieu de l'art ou dans le milieu d'écoles blancs, en tout cas des gens souvent aisés, mais ça peut être n'importe quoi, mais c'est plutôt des gens qui ont tout pour eux, une vie vraiment heureuse. Et là, un des deux membres du couple, donc la femme ou l'homme, va typiquement faire un rêve. Et dans le rêve, elle va, on va dire que c'est la femme, et ça peut être l'homme, peu importe. On va dire que la femme va rêver à l'homme idéal, à l'homme de ses rêves. Et c'est un rêve où vraiment elle ressent la personne, elle est amoureuse de la personne et tout. Quand elle se réveille le matin, elle est dans son lit à côté de son mari. Donc, elle va être très troublée par le rêve et va tout le temps y penser. Puis après, le quotidien reprend, la vie reprend avec le mari et tout ça. Et typiquement, quelques mois ou quelques années plus tard, la femme va par exemple faire un voyage avec son travail, ou bien elle va faire quelque chose, très souvent une activité, n'importe quoi. Et là, au milieu de son voyage de travail, au milieu de son activité, elle voit l'homme de ses rêves qui apparaît, mais qui lui ressemble trait pour trait. Donc là, quand elle le voit, elle ne peut pas lui résister. Lui non plus ne peut pas lui résister. Et donc, dans 9 cas sur 10, le couple s'effondre parce que la femme va quitter son mari et se mettre avec l'homme de ses rêves et tout ça. S'installe une relation passionnée, un idylle et tout ça. Et puis, l'homme des rêves donc va, au bout d'un certain temps, dire ben, j'en ai marre, j'ai plus de désir pour toi, et va quitter la femme. Et là, la femme se retrouve sans amant, son mari, dans un état en général de tristesse absolue, très souvent ruiné sur le plan financier, avec une santé psychique en loc et tout ça, et c'est très difficile pour remonter. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent.
Eve Lorgen a appelé ça la flèche de Cupidon. Et c'est typique de la manipulation de ces entités. Moi-même, j'ai reçu des témoignages de personnes qui ont vécu ça, qui sont tombés follement amoureux de quelqu'un et ils ont essayé de se rapprocher de la personne. Et après, ça leur a mis en difficulté très souvent leur couple et tout ça. Puis après, la personne tombe amoureux de quelqu'un d'autre et tout ça. Enfin, il y a énormément de cas comme ça. Est-ce que pour toi, c'est les mêmes entités que celles qui sont derrière les manipulations de la fausse lumière ou c'est encore une autre classe d'entités? En tout cas, c'est les mêmes manœuvres, hein. C'est les mêmes manœuvres. Après, est-ce que c'est exactement les mêmes? Il y a tellement de classes d'entités et tellement de stratégies qui sont possibles, avec aussi les mises à jour, hein, des stratégies. On en a déjà parlé aussi, c'est-à-dire Oui. suivant l'évolution, hein, de la mentalité, suivant l'époque, les moyens utilisés vont être différents, quoi. Ouais. Écoute, sur les mises à jour, j'ai une information qui peut peut-être t'aider dans ton travail et qui m'aide beaucoup maintenant à comprendre les choses, c'est que les entités sont intelligentes. Euh, et elles s'adaptent. Par exemple, il y a un vétérinaire, Are Torensen, qui a regardé le rôle des entités dans certains processus pathologiques chez les animaux. Donc lui, il parle de démons lucifériens, arimaniens, il prend un peu le vocabulaire de l'anthroposophie, mais le thème est là, c'est que dans certaines maladies chez les animaux, et donc chez les humains, il y a un terrain défavorable, des facteurs extérieurs bien évidemment, mais il y a aussi des entités qui jouent un rôle. Et si deux entités sont présentes sur un même organe, ça peut provoquer des maladies de type cancer et tout ça. Donc lui, il avait mis au point une méthode, non pas pour détruire les entités, mais pour les séparer, pour les éloigner les unes des autres sur l'organe, pour équilibrer tout ça. Ensuite, des méthodes basées sur aussi travailler le terrain et tout ça, bien évidemment des méthodes complémentaires d'un traitement classique, allopathique et tout ça. Donc il a combiné un petit peu les trois méthodes en travaillant avec des médecins et tout ça. Et puis il est arrivé pour les humains et les animaux à des très bons résultats. Ça a duré quelques années et puis après, ces méthodes ont cessé de marcher et il n'a pas compris pourquoi. Et comme c'est quelqu'un qui a un don de clairvoyance, il s'est penché sur les entités et il a remarqué que les entités s'adaptaient, s'adaptaient aux thérapies et tout ça. Elles s'adaptaient. Elles, c'est pas le mot évoluer parce que pour moi elles n'évoluent pas, mais voilà, elles s'adaptaient à tout ça. Et récemment, j'ai parlé à une personne qui fait des désenvoûtements, mais à un très très haut niveau et qui fait du nettoyage et tout ça, et qui n'est pas professionnel, du reste, qui fait ça pour, je précise, pour des membres de sa famille et tout ça, et qui nettoie des lieux qui sont chargés et tout ça quand elle le ressent dans son village et tout ça. Et elle a dit, oui, ces entités s'adaptent. Elles s'adaptent, donc elle est toujours obligée d'avoir un temps d'avance sur les entités parce que sinon elles s'adaptent. Est-ce que, donc, toi, tu as remarqué ça dans ta pratique et tout ça, d'après ce que j'ai pu comprendre? Oui, bon, on a parlé aussi de manière plus globale, aussi au niveau des manipulations, donc, de masse, hein. Hein, il y avait la manipulation par la religiosité, par la religion, hein, la prise de pouvoir. Et puis il y a eu ce passage, hein, comme l'être humain s'en libère de plus en plus, il n'y croit plus, on va dire, de moins en moins. Eh ben, la mise à jour, ça a été cette forme de New Age où on remplace la religion par d'autres types de croyances, des anges, mais en fait, c'est toujours la même chose, adapté c'est un autre vocabulaire, mais c'est finalement toujours encore la même chose. On a même parlé aussi du fait que de plus en plus, quand même, on dénonce aussi, hein, la présence de ces entités,
ça les arrange pas du tout, n'est-ce pas, d'être dévoilées. En général, elles demandent très souvent, même à la personne qui entend des voix, euh, voilà, il faut pas qu'on sache qu'on est là, on est là avec toi, que pour toi. Enfin, il y a tout un baratin, hein, un ensemble de stratégies pour que la personne reste avec ces entités et ne dévoile pas leur existence. Mais nous, on en parle. On n'est pas les seuls, même si on n'est pas nombreux. On a déjà parlé de ça ensemble. Donc, la mise à jour, et là, c'est intéressant, c'est justement que ce discours, qui est un discours peut-être ultime, il faut l'espérer, quoique elles sont tellement rusées. Tu as raison, c'est pas une évolution, c'est de la ruse, quoi. C'est une C'est évolution, de la c'est des ruse. stratégies, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est des stratégies de guerre, quoi. Bon, ou d'économie plutôt. C'est de l'économie, c'est du business énergétique, de toute façon. C'est tout, finalement. Mais bon, c'est tout. Ça fait des dégâts. Donc, le côté anxiogène de l'information peut être justement utilisé, c'est-à-dire qu'on est là, on vous fait peur, on vous tient, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir, quoi. Il n'y a pas de solution. Vous êtes on vous tient, vous êtes dans une planète prison, et vous n'en sortirez pas, quoi. Et à mon avis, là, je pense que cette mouvance-là qui est pas encore présente, parce que le discours de dénonciation ou d'information des entités est encore très rare. À mon avis, ça, c'est l'étape suivante, c'est la réponse par rapport à ça, quoi. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important de mettre l'accent, en fait, sur de quoi il s'agit. C'est donc vraiment, c'est un business d'énergétique. Hein. Tout comme on a sur la planète, on a la guerre au pétrole, aux énergies. Hein. Qu'est-ce qui intéresse les entités? C'est le fameux louche, c'est notre suc émotionnel. Donc, en arrivant à, on le voit bien avec les implants et tout ça, elle cherche à encourager le sentiment de détresse, de mal-être, de malaise et l'isolement par rapport à l'environnement. Elle a très souvent la baisse de revenus aussi. Voilà. Ça fait partie d'une des stratégies. On ne parle pas des contrats qui amènent une certaine richesse dans le monde, mais où on va payer plus tard. C'est une autre question. Mais donc, si on parle de réponse, c'est au niveau émotionnel. L'être humain a besoin d'évoluer par rapport à la maîtrise de ses émotions. En fait, la réponse, elle est toute simple. Si on arrête d'avoir peur, si je peux contrôler mes états émotionnels, mais il n'y a plus de problème. Il y a plus moyen d'être pompé, il n'y a plus d'intérêt à attaquer l'être humain, puisqu'il ne va plus être possible de lui voler cette énergie vitale par le biais du suc émotionnel. Alors évidemment, on n'y est pas. L'être humain, il n'y est pas. Les émotions, elles nous traversent. On n'a pas d'éducation, ou très peu, de notre vie émotionnelle. Bien sûr, des thérapeutes s'y intéressent, on s'y intéresse, on va vers ça, quoi. Donc, si un public, si quelqu'un nous entend là, mais bon sang, mais comprend ce qu'on raconte et a peut-être des expériences, il dit, ben oui, mais ce monde-là, c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On a affaire à des êtres qui ont une intelligence et une ruse très poussée, avec un avantage de ne pas être visible pour nous, la plupart du temps, sauf si on est clairvoyant, de pouvoir lire dans notre esprit, mais on est des victimes toutes trouvées. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais la clé, c'est justement, c'est l'émotionnel. On le voit bien par rapport aux personnes qui échappent à l'étreinte. Si on reprend l'image tout simplement l'histoire de l'entité qui bloquait l'autre dans ce qu'on appelle une paralysie du sommeil, la personne, elle n'a pas peur. Bon, elle a essayé maladroitement avec un sentiment d'amour, ça ne marche pas. L'entité, elle décroche, quoi. D'accord, cette personne a été clairvoyante, ça l'a aidée, puis elle avait certaines informations, certaines connaissances. Mais si l'être humain, si nous apprenons à maîtriser nos émotions, ça nous met à l'abri de ce problème. Il n'est pas si grave que ça, c'est pas si difficile que ça de s'en sortir. Mais il s'agit d'avancer, il s'agit d'évoluer. Alors, il faudrait parler
la maîtrise des émotions, c'est pas la répression des émotions. Il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a des réglages à faire. Il s'agit d'élever ce fameux taux vibratoire de l'être qui fait que il y a une sérénité inconditionnelle qui s'installe dans l'être humain, ce qui est notre état normal, qui est notre état de santé intérieure psychique. Mais la culture, influencée par les mondes invisibles, hein, la culture, les États, tout un contexte social, hein, malheureusement, va pas dans ce sens-là. Hein. Il va nous dire vos émotions, c'est important. C'est les émotions qui font acheter hein, le dernier iPhone à la mode ou une nouvelle voiture. C'est par les émotions qu'on nous mène hein, économiquement. Quoi. Si on maîtrise nos émotions, on va devenir des consommateurs raisonnables, ça devient moins intéressant pour certaines industries. Quoi. Ça, c'est sur le plan physique, mais sur le plan de l'invisible, c'est la même chose. Si, si on n'a pas peur, moi j'ai connu un clairvoyant qui, quand il était enfant, il voyait des choses qui lui rentraient dans la tête, comme ça, qui le traversaient. Il était affolé, il était terrorisé. Ses parents, bien sûr, ne le comprenaient pas, lui disaient tais-toi, tu dis des bêtises. Il est terrorisé dans son lit. Puis un jour, il a eu l'idée de ne pas avoir peur. J'ai pas peur. Ça a arrêté immédiatement. C'est pas si difficile que ça, quoi. Mais, mais comment dire, la maîtrise psychologique, ça demande une prise en charge de l'individu par lui-même. Quoi. Donc, si on entend l'information de ces entités, il ne faut pas se dire, bah, ça y est, déjà les États nous manipulent, si maintenant dans l'invisible on est manipulé de son vivant, après la mort on est manipulé, mais où est-ce qu'on va quoi on est foutu. C'est ça un peu la mise à jour. Quoi, hein. Ça va être dans ce sens-là que ça peut aller. La réponse, c'est dans la maîtrise psychologique. Il faut qu'on arrête d'être trimballé par la moindre émotion qui vient. Et on a un entraînement extraordinaire. La vie nous entraîne à ça. La vie nous apprend sans cesse que si on se laisse emporter par une émotion, sans qu'on l'ait validée avec sa conscience, hein, une colère, un énervement, une angoisse, une peur, on est manipulé, on est manipulable et on est la proie d'un tas de choses, y compris le monde invisible et bien sûr tous ces processus internes qui nous détruisent. Ça va ensemble. Quoi. C'est ça, c'est vraiment maîtriser ses émotions. Mais c'est pas évident parce que je pense que les entités peuvent induire par les pensées intrusives certaines émotions. Donc, c'est connaître déjà nos pensées pour savoir ce qui vient de nous, parce que ce qui génère des émotions, c'est beaucoup les pensées, des mauvaises pensées qu'on a, des pensées tristes et tout ça. Donc, c'est apprendre à distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Tout à fait, tout à fait. Je connais des personnes, j'ai dit, je ne sais plus quoi penser, je ne sais pas quelle pensée est la mienne, je ne sais pas quelle est la pensée des entités. Voilà. Mais en fait, bien sûr, c'est pas facile, mais c'est ça l'évolution humaine. Si on veut se sortir de ce pétrin, et je pense qu'on va en prendre de plus en plus conscience hein, de ce côté manipulatoire par l'invisible, hein. On en prend conscience au niveau de notre vie sociale hein, de plus en plus, mais voilà, dans le monde invisible aussi. Et la nécessité d'évolution, ça passe par le fait de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et si on peut bien concevoir que nous sommes des êtres, des esprits dans des corps, il y a vraiment une clé importante. Des esprits dans des corps. C'est-à-dire que ce qu'on vit avec notre personnalité est un avatar de notre être réel. C'est un avatar. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le jeu de notre vie quotidienne, de notre vie terrestre, de notre vie d'incarnation, notre être spirituel, notre vrai, véritable être, n'est pas impacté
émotionnellement, n'est pas abîmé, n'est pas est indestructible par rapport à ce qui nous arrive. Donc, en fait, c'est vrai que on peut dire c'est grave, tout ça, hein, il y a des problèmes, mais en même temps, à un autre niveau, bah, c'est pas si grave que ça parce que euh, à un moment donné, le problème sera résolu. L'atteinte au plus profond de l'être, au plus profond de l'être, au plus profond de ce qu'on est, nous sommes indestructibles. Euh, voilà. Mais ça, pour le comprendre, il faut se rapprocher de cet être en nous. Je sais bien que ça, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça se passe pas comme ça. Mais l'évolution intérieure passe par cette compréhension et par cette capacité de se mettre dans son être plus grand que nous. Cet être qui a les mémoires incarnationnelles, qui n'est pas Roland Perret ou Paul Ponceau, mais qui a la mémoire de toutes nos vies passées sur Terre ou ailleurs, peu importe, et qui a une connaissance, une sagesse, une beauté, une noblesse qui, et qui, en quelque sorte, prend le suc de nos expériences, mais n'est pas atteignable par nos expériences. Donc, en réalité, dans notre essence, on est incorruptible. Mais notre personnalité, elle, peut être égratignée, voire très fortement abîmée, certes, quoi. Mais ce sont des expériences, il faut les voir comme telles, qui peuvent nous faire grandir. Ce sont des circonstances euh, qui nous obligent à évoluer en quelque sorte aussi, hein. Parce que si on prend conscience des inductions mentales, bah, ça nous oblige à travailler notre mental, notre centre psychique. Il y a en nous des capacités d'élever notre vibration mentale de manière à pouvoir clairement reconnaître la source des pensées. Et d'ailleurs, dans cette vibration, il n'y a pas d'intrusion parce que c'est une vibration que les entités ne supportent pas de fait. C'est une intensité lumineuse et il n'y a pas d'attaque possible à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est apprendre à se mettre, à devenir capable de se mettre dans cet être supérieur en nous. Voilà, je sais que c'est pas simple, mais on, on est en quelque sorte comme obligé d'évoluer si on veut même tout simplement être heureux sur Terre, quoi, hein. Heureux sur Terre et heureux ailleurs, quoi. Et Roland, avec ta première compagne, malheureusement, ces entités, ça s'est mal passé et ces attaques d'entités ont fini par la tuer directement ou indirectement, peu importe, mais ça a beaucoup contribué en tout cas à son décès. Beaucoup de personnes meurent des suites de ces pensées intrusives, des voix intrusives liées aux entités, comme on avait parlé de Jerry Marzinski dans plusieurs interviews. Mais je pense que on peut transcender ces expériences si on comprend ce que sont ces entités, comment elles nous affectent et tout ça. On peut, comme tu l'as très bien dit, transcender ces expériences pour transformer le plan du diable en plan de Dieu. Est-ce que tu as des cas concrets de personnes qui ont été attaquées par ces entités et qui ont su utiliser ça pour grandir? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, je, oui, je connais des personnes et je connais par exemple une personne qui a eu une activité euh, bon, j'ai du mal à en parler parce que j'ai pas son autorisation voilà, express d'en parler. Comment je pourrais dire ça? Cette personne a fait beaucoup le bien, on va dire Mhm. ça. Elle s'est retrouvée dans l'au-delà et on a réussi à la tromper.
parce elle a aidé beaucoup d'êtres à se libérer. Ça a beaucoup énervé des entités. Ils ont réussi à la manipuler pour, pour induire une incarnation obligée. Hmm. Pour moi, toutes les incarnations ne sont pas obligées, ça dépend du niveau de conscience. Hein. Si tu as un niveau de conscience élevé, tu vas pouvoir choisir ton incarnation, si tu veux t'incarner ou pas. Si tu as un niveau de conscience qui est moindre, même très bas, c'est-à-dire que tu n'as pas d'informations, tu n'as pas développé ta vie intérieure, tu es très facilement, beaucoup plus facilement manipulable, notamment avec des culpabilités. On va te parler de karma, de payer des choses et tout ça. Donc cette personne, elle a cru à certains mensonges, elle s'est retrouvée dans une famille on va dire, de malfrats. Elle s'est fait violer par son propre père dans des séances de magie noire. Il y a eu vraiment cette chose de très très noire. Il y a eu beaucoup d'alcool. Elle était alcoolisée pendant toute sa jeunesse. Hein. Elle a été, tout a été fait pour qu'elle soit en fait détruite, qu'elle n'ait aucune possibilité dans cette vie de se relever et de redevenir, de retrouver la qualité et sa force et sa puissance, quoi. Et malgré tout ça, malgré tout ce poids, eh ben, c'est quelqu'un qui est devenu thérapeute, qui a développé une clairvoyance et qui maintenant pratique fait la pratique solaire pour parachever le travail. C'est absolument extraordinaire, cette puissance intérieure. Mais en fait, toute cette adversité lui a donné de la force et d'être passé à travers toutes ces épreuves, au lieu de la détruire, voilà, lui ont donné sa puissance, sa grandeur, sa force, sa qualité d'être, qui est tout à fait remarquable. Donc c'est un des exemples. Mais on sait très bien que certaines épreuves, on dit parfois ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, quoi, hein. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, dans le sens où si tu sais tirer le suc des expériences, eh bien tu vas pouvoir en grandir. La règle est la même, hein, pour ces histoires de manipulation d'entités ou autres. Là, il y a un ennemi invisible, mais là, c'est tout à fait passionnant aussi, disons-le. De, il y a quelque chose je ne veux pas dire d'amusant, mais quelque chose de stimulant à être vigilant, hein, dans son esprit, à faire attention, à ne pas être manipulé. On devient des guerriers, hein, des guerriers de lumière, quoi. Non violents, certes, mais c'est l'ennemi qui veut. Hein, ton ennemi est parfois ton maître, dans le sens où il va t'apprendre justement à te défendre, à grandir, quoi. Donc, on peut dire que ceux qui servent l'ombre finissent par servir la lumière, à condition qu'on sache rebondir, tu parlais d'une forme de transcendance ou de résilience, mais ça peut aller même jusque plus loin, quoi. Il y a aussi des personnes qui ont été tellement manipulées que ça les a mis dans une colère saine. En général, la colère, elle est destructrice, mais il y a une colère qui est saine, qui est celle du ras-le-bol, de la manipulation, et qui fait que la personne veut retrouver sa propre souveraineté, et va avec beaucoup d'énergie. Et là c'est fantastique, parce qu'avec cette énergie qui est mise là en œuvre, la personne, elle avance dans son évolution, elle met de la clarté dans son esprit, elle maîtrise plus ou moins rapidement sa psychologie, hein. Elle devient très vite, beaucoup plus vite capable de laisser pénétrer en soi les bonnes énergies, celles qu'elle accepte, et de dissoudre celles qui ne lui conviennent pas, quoi. Et ensuite de développer peut-être même des talents. Donc c'est une force de croissance, hein, aussi. Ce qu'il faut, c'est le prendre de manière positive, stimulante. Si on va dans la jungle, tu sais qu'il y a des tigres. OK, première chose, tu as intérêt à avoir l'information qu'il y a des tigres. Mais ensuite, tu vas être alerte, tu vas écouter les bruits, tu vas écouter les sons, tu vas être vivant dans la jungle.
Si tu crois que dans la jungle, ben voilà, c'est bisounours, ben tu vas te promener tranquille, tu vas pas avoir la même intensité de vie. Et c'est ça qui nous manque, hein, finalement, cette intensité de vie, cette stimulation intérieure qui est le moteur de notre évolution intérieure. Hmm, c'est ça, c'est prendre conscience de ces entités, tout ça. Du reste, on le voit, ces entités attaquent par le subconscient, par l'intermédiaire du subliminal, donc quelque part. Et des études ont montré que quand il y a un message subliminal et qu'on sait qu'il est là sans forcément l'identifier, il a beaucoup moins d'impact sur nous. Donc déjà, quand on informe les gens de la présence de ces entités, je pense que ça en réduit l'impact puisqu'elles deviennent conscience. Et la conscience, c'est quand même lié euh, à l'esprit, si tu veux, à ce qui est au-delà même de l'âme. Donc, je pense que c'est déjà en prendre conscience qui est très important. Tout à fait. Prendre conscience de l'information, mais enlever l'épine du côté anxiogène, quoi, hein. Ne pas, c'est-à-dire que faut prendre conscience, voilà. Mais c'est comme dans notre vie de tous les jours finalement, hein. On sait qu'il ne faut pas se promener dans certains quartiers, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut devenir plus vigilant, plus adulte que dans la vie. Il faut arrêter de croire que l'univers est à ton service, hein, ou je ne sais quelle autre illusion. Et, et être un homme, enfin homme, bien sûr, homme-femme, être un homme, un être humain à part entière, droit dans ses bottes, qui apprend à faire ses propres choix et à faire et à faire le tri. C'est vrai que le manque d'information euh, est un problème. Il y a pas longtemps, le simple fait, il y a une personne qui a témoigné, qui travaille avec moi en ce moment, elle, elle était très dépressive toute sa vie. Et puis elle se disait, ah, je suis nulle. En gros, le fameux syndrome, je suis une merde, quoi, hein. Je suis nul, je suis pas ci, je vaux rien, qui très souvent vient, bien sûr, de traumas dans l'enfance, des parents qui ont peut-être pas su faire leur travail et tout ça. Mais elle a compris en nous entendant, hein, en prenant connaissance du fait que, ah bah tiens, la pensée qui me dit que je suis une merde, mais est-ce qu'elle m'appartient? Ah ben, bah non, moi j'en veux pas de cette pensée. Et elle s'est libérée de ça en un rien de temps. Euh, bon, alors après, peut-être ça revient plus ou moins, mais elle a, et puis donc il faut faire ce travail de croissance, hein, de maîtrise de l'élévation du niveau vibratoire, mais ça n'a absolument plus le même impact. Elle s'est dit, mais il y a quelque chose qui, c'est comme si je m'étais menti à moi-même, ou plutôt on m'a menti, quoi. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas cette pauvre femme désespérée, non. Et puis je veux, et j'ai droit au bonheur, j'ai droit à être bien dans ma peau. Donc l'information, déjà, rien qu'elle peut aider à libérer, quoi. Ça, ça, c'est très, très important. Et justement, tu disais au début de l'interview que l'entité qui a essayé de leurrer et tout ça, elle n'avait pas fait un pacte avec toi. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion de pacte? Qu'est-ce qu'un pacte exactement? Ben, finalement, un pacte, c'est qu'à un moment donné, euh, tu vas avoir affaire à une proposition. Soit tu as une forme de clairvoyance, tu as fait certains rituels ou parfois certaines entités peuvent apparaître, soit c'est tout simplement une voix dans la tête ou une forme de sentiment, une forme d'impression. Tu te retrouves à faire un choix. Et le pacte, c'est c'est le pacte des entités, c'est une forme d'arnaque parce que on peut se dire que si une entité vient, quelque chose vient vers toi et te fait une proposition, c'est un petit peu, il faut se méfier de la même manière que si quelqu'un sonne à ta porte ou te téléphone et a quelque chose à te vendre, quoi.
déjà, on le sait bien maintenant. On ne va pas dire, ah oui, vous voulez me vendre quelque chose, mais bien sûr, hein, entrez, je vous donnerai, hein, je vous donne tout, quoi. Hein. Là, bien sûr que l'être a intérêt à se présenter sous des bons augures. Donc, ça va être la manière qui va te parler le plus. Donc, ça peut être une forme, je ne sais pas moi, angélique, ou peut-être même une forme diabolique parce que tu as décidé de faire de la sorcellerie et tu veux faire, voilà, tu veux obtenir certaines choses de cet ordre-là, quoi. Et tu es en fait séduit par la puissance de cet être, même s'il te fait, même s'il t'effraie un peu, quoi. Et donc, tu te retrouves en face de faire, en train de faire un choix. Et ce qui est curieux, quand même, c'est qu'on, ces êtres ont besoin de notre autorisation. Il y a plein de légendes, hein, des légendes, même dans les contes de Grimm et tout ça, où tu fais rentrer des êtres malfaisants, tu les invites chez toi, tu les fais rentrer. À partir du moment où ils rentrent dans la maison, bah, c'est foutu, quoi. Hein. C'est un peu la même chose. Si tu ouvres la porte, si tu dis oui, il se peut, et très souvent, tu vas accéder dans un premier temps au bon au résultat. Au résultat. Le, le dernier contrat qu'on m'a confié, euh, moi je suis artiste, hein, je fais des expos, comme vous le savez, et j'expose avec des artisans. Et puis il y avait une jeune femme qui était artisante dans un stand à côté. Puis on discute et la discussion dérive sur ce sujet. Je ne sais plus comment, peu importe. Et elle m'explique que une voix lui dit, bah voilà, ton petit domaine artisanal, là, voilà, petit artisanat comme on connaît hein, sur des petits marchés, genre bijoux, mosaïques, ce genre de choses, bah, ça marche pas fort. Si tu veux, je m'en occupe. Si tu es d'accord, moi, je vais faire en sorte que tes affaires, ça marche bien, que ça va tourner, que tu vas avoir des sous. Voilà. Donc, on voit là, c'est très modeste finalement. Hein. Cette personne, si elle avait le SMIC avec son activité, elle était contente. Donc, il y a un contrat qui lui est proposé. Comme elle était assez avertie, elle a dit, et d'ailleurs elle voyait aussi les êtres, et le côté bah, reptilien, toujours, là encore une fois. Donc, elle s'est dit, bah, non, pas, tant pis, j'en veux pas. Et c'est vrai elle galère. Elle galère, mais elle utilise ses propres moyens, son talent, ses propres stratégies à elle, commerciales, pour faire connaître son travail. Elle essaye, voilà, elle essaye à ses propres moyens. Elle a refusé l'aide, on va dire, surnaturelle. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Si elle avait dit oui, il se peut bien, alors il y a plusieurs scénarios possibles, que ça aurait marché. Ça aurait marché parce que l'être a ses capacités d'influence psychique. Ils n'ont pas la capacité, si tu n'as pas un talent, de t'en donner un de talent. Si tu sais pas chanter, ils vont pas faire de toi un super chanteur. Mais si tu sais déjà bien chanter, ils vont pouvoir influencer un jury, ils vont pouvoir influencer un public, puisque il fonctionne par Mhm. induction justement mentale. Donc ça, Oui, c'est la stratégie. absolument. Donc ils peuvent aider à ce que tes affaires marchent mieux. Ils peuvent te dire aussi, ben voilà, il faudrait que tu fasses tel objet, tel fétiche, hein, que tu vas faire telle ou telle manipulation. Là, on est un peu dans le domaine de la magie. Et cet objet, tu vas le porter sur toi. Ou par exemple, tu veux que ton commerce bien, ben, tu vas le mettre dans le sous-sol, tu vas l'enterrer. Voilà, c'est l'entité qui choisit comment faire, c'est elle qui te dit comment faire. Et si tu acceptes, tu te lies à ces êtres. Et c'est une forme de contrat, c'est-à-dire que tu reçois, la plupart du temps, tu vas recevoir l'objet du contrat. Par contre, à un moment donné, il faudra payer. À un moment donné, il faudra payer. Parce que c'est du business. Et il n'y a aucune raison que ces entités te fassent un cadeau comme ça pour rien. Donc, là, comment payer? Ça peut être le fait que tu aies ouvert la porte, ça peut être des intrusions, des implants, et puis
de pomper le sucre, hein, on peut dire. Ça peut aussi être t'attendre après la mort et te dire, ben voilà, tu es lié à moi, tu as signé, tu as eu ce que tu voulais, maintenant, il faut que tu fasses des choses pour moi. Tu es à mon service, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu t'incarnes ici. Voilà. Donc, c'est c'est très vaste, hein. Comme tous les contrats qu'on fait, nous, hein, avec nos contemporains, il y a plein de possibilités. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il faut justement qu'il y ait notre adhésion. Donc, si on ne donne pas l'adhésion, ben, il n'y a pas de contrat qui est possible. Sauf, on l'a vu ensemble, hein, on l'a vu, parfois, il y a vraiment de l'abus et ils essaient de tromper de jeunes gens ou parfois dans les rêves. Ok. Mais comme ça n'a pas été fait avec notre consentement, il devrait pouvoir suffire de prendre conscience, tiens, oui, ok, de rompre le contrat. Hein, et par un acte intérieur, non, je refuse, je n'ai jamais donné mon accord, je ne veux pas de ça. Voilà. Le problème, c'est de donner son accord pour des petits avantages matériels qui vont durer quoi, 20, 30 ans, allez, peut-être 40 ans, hein, et puis qu'on risque de payer beaucoup plus. C'est pour ça que c'est un contrat de dupe, parce que notre vie dans l'astral peut être beaucoup plus longue que notre vie terrestre. Et il y a, avec un contrat, on se lie, quoi. On se lie. Et donc, il est important de garder sa liberté. On n'a pas besoin de... Là, il y a beaucoup de manipulation dans le sens que le monde invisible te dit, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de guides, vous avez besoin d'intervention divine, vous avez besoin de nous les anges, ou de nous les démons, hein, pour ceux qui font de la magie grise ou noire. Vous avez besoin de nous et nous sommes là pour vous et ainsi de suite, quoi. Ben non, 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 non. Nous sommes des créateurs, nous avons la possibilité de faire des choses par nous-mêmes. Et notre objectif, en plus, dans l'incarnation, c'est pas forcément des résultats comme ça horizontaux, avoir une plus belle voiture, avoir plus d'argent. Si on est venu, c'est pour accroître notre pouvoir personnel, notre volonté personnelle, notre conscience personnelle, nos facultés plus grandes d'aimer, par exemple, hein. On est venu pour ça. On n'est pas venu pour ce petit business-là, pour accroître les manières dont on va gagner notre vie. Gagner notre vie, c'est très important, bien sûr, et il faut essayer d'avoir une vie confortable autant que possible. Mais vendre son âme au diable, comme on dit, hein, selon la formule consacrée pour ça, ben, il vaut mieux éviter. C'est clair. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et je dirais même plus que nous, on n'a pas du tout besoin de ces entités, mais elles ont besoin de nous, elles nous utilisent pour créer la réalité qu'elles veulent, parce que elles ont un problème avec la création, d'après ce que j'ai pu comprendre par les témoignages que j'ai reçus. Oui, oui, apparemment, quoi. Apparemment. Euh, il faut rappeler quand même euh, enfin, la vision que j'ai de ces peuples éthériques, hein. Dans ce que je comprends, on partage la planète à deux races, la race des invisibles, la race éthérique et la race physique. Et la plupart du temps, la grande majorité des êtres éthériques, reptiliens et autres, hein, c'est pas parce qu'ils ressemblent à des reptiliens, à des crocodiles, qui sont diaboliques. On a nos critères, quoi. Ils vivent très bien et comme ils ont une intelligence raffinée, et ils ont une vie beaucoup plus agréable et plus saine que la nôtre parce que les mondes éthériques sont plus souples, il y a pas, ils n'ont pas les problèmes que nous on a, par exemple d'argent et tout ça. Mais une petite partie de ces entités, hein, une certaine catégorie, descend sur notre plan pour nous pomper la sève, hein. Et encore une plus petite partie, une minorité parmi ces êtres-là sont des vrais prédateurs, quoi, hein. Et là, on est dans des sommets de magie noire et ainsi de suite, et avec voilà, des problèmes de crimes de sang et ainsi de suite. Mais il faut comprendre que c'est une minorité. La plupart des êtres éthériques qui viennent donc en translation, c'est-à-dire qu'ils arrivent vibratoirement pardon, à descendre sur notre plan, parce que c'est plus facile de descendre que de monter, pour eux aussi, ben, ils trouvent ça juste normal, quoi.
Ils trouvent ça juste normal. Ils sont pas là, ils veulent pas nous détruire, ils veulent exploiter ce qui pour eux est délicieux, hein, cette fameuse drogue, hein, pour eux, Oui, qui est le louche. Le problème, c'est que ça nous rend malades, ça nous affaiblit, et qu'ils ont trouvé des stratégies pour pouvoir industriellement augmenter cette capacité d'énergie négative dont ils se nourrissent. Et il faut absolument se débarrasser de cette influence-là. Mais le peuple éthérique est un peuple merveilleux. Mais il y a une partie on va dire, des petits malins, des petits loupards, tout comme chez nous. Voilà. Il y a une majorité quand même, il me semble, de gens, on va dire, normaux sur la planète. Et puis il y a une catégorie de gens qui sont malsains et une plus petite minorité qui sont des gens vraiment dangereux. Et voilà. Donc c'est important de remettre ces choses à leur oui, place. Voilà, c'est important parce que il ne faut pas imaginer non plus que toute la structure terrestre, tu sais, cette notion de planète prison, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est- ce n'est pas une planète prison, mais ils veulent en faire une planète prison, d'accord? Mais à la base, ça ne l'est pas. C'est comme si on disait que la jungle, parce qu'il y a des tigres, eh ben, a été faite pour détruire l'homme. Non, il y a la jungle, il y a des tigres, bah, il faut faire avec le tigre, mais c'est pas pour ça que la planète, je veux dire, c'est une image, bien sûr, ce que je veux dire, toute la planète n'est pas conçue, je sais que c'est des théories en cours, hein, n'est pas conçue pour emprisonner l'homme. Le fait qu'on s'est incarné par choix au départ, par choix, parce que c'est un vecteur d'évolution extrêmement puissant et extrêmement important pour nous. L'incarnation, à la base, n'est pas du tout une punition, c'est un choix qu'on a fait. Mais comme il y a ces interférences et tout ce micmac-là, il y a effectivement des jeux de récurrence, des jeux d'emprisonnement où on cherche à faire que les choses voilà, que ne se passent pas de manière naturelle. C'est-à-dire que l'être ne retrouve pas sa mémoire inter-incarnationnelle quand il sort dans l'au-delà, mais qui est des formes de récurrence où, à un moment donné, des entités ont réussi à exploiter une victime ben, que ça puisse durer de vie en vie. Et elles vivent beaucoup plus longtemps que nous. Ce n'est pas un corps physique, c'est un corps éthérique. Voilà. Il faut aussi savoir que nous-mêmes, nous pouvons nous incarner dans des races éthériques. C'est d'ailleurs le plus souvent ce qui se passe. S'incarner dans des corps physiques, c'est rare et c'est précieux. C'est précieux. Notre vie est précieuse, notre incarnation est précieuse. Il ne faut pas rejeter ça comme une punition. Euh, je sais que c'est un courant philosophique issu un peu du gnosticisme, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. C'est pas parce qu'on cherche à nous enfermer que tout le système est conçu dans ce sens-là. Un jour, on arrivera à résoudre ce problème et on passera à autre chose, quoi. et pour une personne, par exemple, qui se fait duper, à pactiser avec les entités, on ne parle pas de pacte satanique, on ne parle pas de magie noire, parce que pour moi, ça, c'est des gens, dans la 99% des cas, euh, ils se damnent eux-mêmes quelque part en pactisant avec ces entités, au moins pour plusieurs incarnations. Mais quand une personne est dupée par une entité à pactiser, par exemple, l'entité lui dit, voilà, tu auras un petit peu plus d'argent si tu fais ci, si tu fais ça, si tu consens à ci, si tu consens à ça. Si la personne se rend compte de ça après, je dis bien après qu'elle est pactisée, est-ce que c'est réversible ou est-ce que c'est très difficile? Oui, c'est réversible. C'est réversible parce que justement, l'homme est créateur, il est libre, faut qu'il redécouvre sa liberté intérieure, quoi. C'est des processus qu'on peut bien voir avec l'hypnose régressive, hein. Il y a un moment donné, il y a une libération qui peut se faire. Bon, même si pour moi, ce n'est pas des solutions peut-être suffisantes parce qu'il faut qu'il y ait une structure interne, dont j'en ai déjà parlé, Oui, définitivement, il n'y aurait plus le problème. Mais on voit bien qu'il y a une libération qui est possible de ces programmes, puisque quelque part, de toute façon, c'est une arnaque. C'est une arnaque et si on avait tous les termes du contrat, ben, on ne signerait pas, hein. Il y a des petits caractères, quoi.
Hein. C'est en tout petit, il y a marqué, si tu fais ça, je te tiens, quoi. Hein. Donc, on n'a pas pris conscience, ça joue sur notre ignorance des enjeux. À partir de ce moment-là, c'est un marché de dupes et on a toute la puissance intérieure pour envoyer promener ces programmes et dire non, il n'en est pas question. Encore faut-il prendre conscience de cette, euh, de cette liberté et du fait qu'on n'est pas lié. On parle bien, disons, je réponds pour le cas de figure dont tu parles, hein, pour, on va dire, des petits moyens contrats, quoi. Oui, Hein. oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a aussi autre chose. On peut parler des cas, si on met les choses au pire, hein, mettons une personne qui s'est fait embobiner par des entités, qui se retrouve piégée dans des incarnations, pendant des dizaines d'incarnations. Elle tourne en rond, elle est complètement, on va dire, elle est complètement paumée, elle est, on va dire, irrécupérable. Hein. Mettons que ça aille jusque-là. Dans ma perception du monde, j'en ai déjà parlé, c'est à étage. Hein. Nous sommes des esprits incarnés dans des corps. Donc l'esprit que nous sommes est éternel, immortel et absolument incorruptible. Hein. Il ne peut rien lui arriver. Un jour, je ferai une démonstration du raisonnement, du pourquoi, du comment, dans une vidéo prochaine. Voilà. Mais bon, gardons ça comme hein, cette hypothèse de base. Cet être immortel se crée un corps qui est conscience, intelligence et volonté. Se crée un corps de manifestation. Ce corps de manifestation, c'est l'âme astrale. L'âme astrale, donc notre âme, on peut dire, a une vie de plusieurs siècles, de plusieurs dizaines de siècles, mais est mortelle. Elle est mortelle parce que, c'est parce que sa structure est plus complexe. Et en étant plus complexe, elle est mortelle. Voilà. Cette âme mortelle de plusieurs siècles, elle a toujours la clé, c'est la croissance, l'accroissement de pouvoir intérieur, de créativité, hein, grandir, grandir. Tout dans l'univers veut grandir. Toujours cette pensée, grandir, quoi. Grandir en pouvoir intérieur, grandir en sagesse, grandir en lumière, peu importe, c'est toujours grandir. Donc l'âme astrale, qui a une vie extraordinaire sur son plan, hein, elle veut à un moment donné, pour grandir, elle choisit les incarnations. Parce que les incarnations sont des moyens d'évolution, c'est des accélérateurs d'évolution. Et en s'incarnant, elle perd son identité, en quelque sorte. Hein, elle oublie. Hein, on sait bien, on est en bébé et tout ça, on ne sait plus du tout qui on est. Donc ça fonctionne un peu comme si l'être qu'on est crée un avatar, qui est l'âme astrale, qui lui-même crée un autre avatar, qui est nous, là, hein, par exemple, incarné, soit dans un monde physique, soit dans un monde éthérique. Donc si on reprend l'exemple d'une personne, ou d'une personnalité, ou même on va dire d'une âme, qui s'est fait complètement manipuler au niveau de ses incarnations, dans l'au-delà autant que dans l'incarnation, mettons qu'elle soit perdue en sens d'une évolution possible, hein, vraiment les choses au pire, eh ben, ce n'est pas si grave que ça, bien sûr à des échelles de temps beaucoup plus vastes, parce qu'elle va mourir, parce que l'âme est mortelle. Et donc dans ce sens-là, l'âme meurt, elle retourne au niveau de l'esprit, l'esprit va recréer une nouvelle âme. Donc, en fin de compte, on est dans une espèce de grande, c'est un terme que tu as aussi, une espèce de grande simulation où on est des avatars, on vit des choses, mais en fin de compte, dans notre essence, pas dans notre personnalité, hein, mais dans notre essence, il y a quelque chose qui est indestructible, vraiment indestructible. Donc, en fin de compte, à partir du moment où il y a cette étincelle cette âme, cette étincelle d'esprit, à partir du moment où on est né dans l'océan cosmique, hein, je rejette l'idée de Dieu, mais c'est un océan cosmique, c'est encore un autre débat. À partir de ce moment-là, il n'y a que croissance qui est possible.
tout est une question de durée de temps. Et bien sûr, si on fait erreur sur erreur, bah, ça va durer plus longtemps. Il y a des souffrances, mais qui sont celles de l'avatar. Si l'avatar qu'on est prend conscience qu'on est une âme incarnée, eh ben, il y a un processus qui est d'une évidence. Déjà, tu souffres déjà beaucoup moins parce que tu vas dire, tiens, c'est pas je suis malade, c'est ce corps a un problème. Hein. Il y a une forme de compréhension plus profonde de l'individu, ce qui permet aussi la maîtrise psychologique. Il y a une émotion, qu'est-ce qu'elle est? Je la prends, je ne la prends pas. Je ne suis pas identifié à cette personnalité, à ce corps. Il faut que je m'identifie à qui je suis vraiment. Donc, à mon âme, et au-delà de mon âme, à mon esprit. Oui, parce que quand on s'identifie à l'âme et à l'esprit, les petites choses du quotidien qui ont tendance à nous plomber, et moi j'en sais quelque chose, ben, nous plombent plus on est finalement, et c'est pas être prétentieux et tout ça, quelque part dans la conscience infinie des êtres créateurs et tout, donc on va pas se laisser plomber par des petites choses du quotidien qui sont mises dans nos pattes du reste pour plomber quelque part. Bien sûr, et pas seulement les petites choses, même Et les les choses grandes choses. importantes. Mais oui, parce que ce qu'on a à développer, c'est le bonheur inconditionnel. C'est être heureux, quoi. C'est ça notre boulot, si on en avait un, c'est être heureux, tout simplement, et de pouvoir goûter la vie, goûter les expériences, avec une forme de noblesse, hein, même s'il y a des problématiques. Il faut, voilà, c'est toute la question, c'est de prendre conscience des problèmes et c'est la gestion de ces problèmes. Si on parle des entités, il faut une juste gestion. Et la juste gestion, c'est de ne pas en avoir peur, de prendre conscience que notre être est plus complexe que ce que nous a dit, que ce qu'on croit. Il y a des choses qui se passent en nous qui ne sont pas de nous. Il faut savoir faire le tri, plus de conscience, augmenter sa force de conscience, sa présence d'esprit. Toute vraie spiritualité, c'est l'esprit, c'est retrouver l'esprit qu'on est. Toute vraie spiritualité mène à sa plus grande conscience de qui je suis, ce qui m'appartient, ce qui appartient à mes pulsions, à mes désirs égoïstes, et ce qui appartient à la noblesse de l'être supérieur que je suis, qui va être capable d'une réelle amitié, d'un réel amour, d'une vraie compassion, d'une véritable écoute. Voilà. Mhm. Euh, Bah écoute, Roland, je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter là parce qu'il y a beaucoup de thèmes très très importants qu'on a abordés et très intéressants. Mais avant de conclure, e- est-ce que tu peux redire quelques mots sur la méthode solaire, sur où les gens peuvent te trouver et prendre rendez-vous avec toi? Oui, volontiers, merci Paul. La, la pratique solaire est ce qu'on appelle une pratique fondamentale. Fondamentale parce elle s'intéresse justement au développement de l'essence de l'être. Donc, en fait, c'est réaliser l'esprit, réaliser la présence de cet esprit en nous et savoir, en fait, compte où il se localise dans notre structure. Et donc, on en a on va dire les graines, les semences, les étincelles, parce que l'esprit qui a créé un avatar, qui est son âme astrale, a ces semences, ces trois semences, hein, conscience, intelligence et volonté, qui se retrouvent dans notre structure, hein, deuxième avatar de notre personnalité. Donc, il y a un centre psychique, un centre cardiaque et un centre abdominal. Et il s'agit de pouvoir savoir comment prendre contact, conscientiser l'existence de ces centres qui ont une véritable réalité pragmatique qu'on peut ressentir, savoir comment les nourrir, comment... ce sont comme des graines dont il faut casser la cosse pour que la plante puisse grandir. Il faut savoir comment alimenter ces centres pour qu'il y ait une véritable croissance intérieure. Cette croissance intérieure a comme effet le fait de maîtriser justement son niveau vibratoire, entraîne la maîtrise psychologique aussi, et il y a un effet secondaire, hein, ce qui est le bonheur, hein, aussi tout simplement, quoi. Le bonheur parce qu'il y a justement la gestion au niveau de l'émotionnel, au niveau de la pensée,
Et il y a bien sûr des répercussions sur le corps, mais là, le propos vraiment est éveiller son soleil intérieur, devenir un soleil, devenir un, un soleil rayonnant de bien-être, de clarté, de lucidité aussi, hein. Lucidité, la lumière, lux, la lumière, quoi. Voilà. Comment faire? Eh bien, je propose donc cette manière de travailler par des formes de guidance et de soutien énergétique avec cette énergie. Bah, ça se passe sur mon site, hein, Révélation du cœur. Avant de rentrer dans une séance de travail, je propose un entretien individuel de manière à voir si la personne est vraiment prête à faire ce type de travail. Parce qu'on ne s'engage pas dans un travail comme ça en dilettante. Il faut être mature pour ça, il faut être prêt à ça. Il faut certainement avoir déjà bourlingué pas mal au niveau de la spiritualité, quoique ce n'est pas obligé, mais pour pouvoir saisir l'importance, la quintessence, hein, de ce travail pour voir voilà, si ça convient. Ouais, voilà. D'accord, Roland. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et puis, ben, à bientôt sur Au-delà de l'illusion sur YouTube pour une nouvelle interview. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur divers thèmes. On n'a jamais fini. Donc, Oui, merci pour tout. voilà. Et puis, on a, comme rappel, on a parlé de cette expérience fondamentale, hein. Voilà, je vais te fournir les liens pour ceux que ça intéresse, hein, ceux dont on parlait au début de cette interview. Euh, voilà, et puis tous les moyens pour pouvoir me joindre pour ceux qui le veulent. Je te remercie beaucoup, Paul. Je te remercie pour ton amitié et puis pour ton travail formidable et tenace Eh ben, d'informateur de l'invisible. eh ben, merci à toi pour ben, ta gentillesse et puis ben, pour venir aussi sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir et merci pour tout le travail que tu fais aussi. Merci, au revoir à tous, à Ben, bientôt. merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.